Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Le podcast sera publié un petit peu plus tôt cette semaine. La semaine donc pour moi s'arrête jeudi, je serai absent demain, donc on va faire une synthèse de la semaine écoulée. On verra ce qui nous attend donc vendredi sur les marchés et également la semaine prochaine. La semaine donc a été marquée par la publication des chiffres d'inflation. On a eu deux éléments à retenir de ces publications d'inflation. Tout d'abord pour l'inflation globale, celle qui inclut tous les éléments, eh bien on a une stagnation de l'inflation, on n'a pas eu d'amélioration. Le consensus attendait un petit repli de l'inflation à 3,6% en données annuelles par rapport à 3,7% le mois précédent. On a eu un chiffre de 3,7%. Quand on décortique ce chiffre, on se rend compte que la partie des services reste évidemment la plus proéminente, la plus importante, la plus dure à faire dégrossir, mais elle s'améliore quand même un petit peu d'un mois à l'autre. On note en revanche que la contribution négative des prix de l'énergie, on sait que l'énergie depuis plusieurs mois contribue négativement à l'inflation en données annuelles par rapport à des effets de base importants, mais on se rend compte que ces effets de base sont en train de diminuer et que désormais la contribution négative de l'énergie à l'inflation est très faible, et donc ça s'explique une partie de la tenue finalement de l'inflation d'un mois à l'autre. On note dans l'aspect positif que l'inflation dans les biens continue de se résorber. On est quasiment revenu à 0% en fait, donc une inflation qui est quasi résiduelle pour la partie des biens. Et puis sur l'alimentaire également, on note une petite amélioration. Donc une inflation qui n'est pas en tant que telle réellement préoccupante, mais simplement on note quand même que depuis quelques mois, on a quand même un petit plateau qui se forme. On avait une belle période pendant plusieurs trimestres où l'inflation a vraiment dégrossi. On arrive au niveau de plus de 9%, on est tombé dans des zones proches de 3%. Et puis depuis quelques mois, on rebondit un petit peu. Ce n'est pas des zones dramatiques. On est toujours sous les 4% pour l'instant sur l'inflation globale. Ça ne justifie pas forcément d'ailleurs que la Fed change de braquet par rapport à ça, notamment, mais simplement on note comme un plateau, et on note que sur ce plateau, il y a toujours la partie des services, si vous voulez, qui est quand même la plus résiliente, même si quand on regarde l'inflation cœur, donc à l'inflation hors alimentation et hors énergie, on a quand même des améliorations. On était à 4,3% le mois précédent, on est à 4,1% désormais. C'est quand même une amélioration, mais c'est vrai que bien à 4,1%, on est encore toujours c'est deux fois l'objectif de la Fed en fait, tout simplement. On est 2% trop haut sur cette inflation cœur par rapport à l'objectif de la Fed. Et on voit que le marché a assez mal réagi à l'annonce de ces chiffres. Pourtant, ils sont pas dramatiques. Il y a juste une inflation globale qui était un petit peu moins basse que ce que le marché attendait, mais à peine 0,1, donc pas de quoi générer un moment de réaction trop adverse. Mais on se rend quand même compte que depuis hier, donc depuis mercredi, on a eu hier également une surprise assez désagréable sur les prix à la production. Le marché, le consensus attendait 1,6% en rythme annuel, en données annuelles sur les prix à la production. Et on a eu un chiffre qui est sorti à 2,2%, donc un gros écart par rapport au consensus. Même si encore une fois, à 2,2% de progression des prix annuels sur la partie production, il n'y a rien d'inquiétant, sachant qu'on est tombé même plus bas précédemment. Mais on note là aussi que depuis 2 mois, 3 mois même maintenant, sur la partie des prix à la production, ça rebondit un petit peu. Et c'est d'un côté, pourquoi je dis que ce n'est pas fondamentalement inquiétant, parce qu'on était allé à des niveaux de production, de progression sur les prix à la production à plus de 10%, il y a encore quelques trimestres de cela. On est retombé proche de 0% il y a quelques mois, mais simplement on revient, on rebondit un petit peu depuis 2-3 mois, et donc finalement des chiffres un peu supérieurs sur les prix à la production, des chiffres un peu supérieurs sur l'inflation, donc sur les prix à la consommation, sur le CPI. Eh bien on voit que les taux ont du mal à encaisser ça, et donc on a un rebond sur les taux en fait. Aux États-Unis, on a des taux, aussi bien les taux longs que les taux courts, alors qu'ils avaient plutôt baissé depuis le début de la semaine, parce que, encouragés en cela par plusieurs déclarations de membres de la Fed dont on va reparler. Eh bien les taux qui s'étaient pas mal étendus en ce début de semaine, là, se sont un petit peu retendus jeudi après la publication des chiffres d'inflation. Et justement, on va revenir sur ces propos de plusieurs membres de la Fed qui ont créé la surprise quand même en ce début de semaine. On a vu des marchés actions notamment assez dynamiques, avec une baisse de la volatilité malgré les événements au Proche-Orient. Et c'est explicable très clairement par ces propos tenus par les membres de la Fed, et pas les moindres. On a parmi ces membres de la Fed qui se sont exprimés, on a le vice-président de la Fed, le numéro 2, après Jérôme Powell. Et le vice-président de la Fed, il a eu des propos très équilibrés concernant la politique monétaire, expliquant que
il faut tenir compte des effets des hausses de taux déjà réalisées, que les effets importants, et que une partie des effets allaient encore intervenir, même si on ne montait plus les taux à partir de maintenant. Il a expliqué et donc il fallait tenir compte de cette inertie et de ce décalage en fait, entre les politiques déjà réalisées et les effets sur l'économie et sur l'inflation. Il a expliqué qu'il fallait, enfin, en tout cas que le risque aujourd'hui d'en faire trop par rapport au risque de ne pas en faire assez était très équilibré. Il a rappelé aussi qu'il y avait ces ralentissements économiques en Chine, en Europe, dont il fallait tenir compte, qui pouvaient aussi impacter l'économie américaine. Donc on sent des propos un peu similaires finalement à ceux qu'avait tenu Christine Lagarde et d'autres membres de la BCE après la décision de relever les taux la dernière fois pour la BCE, mais ce relèvement de taux pour la BCE avait été accompagné de messages un peu similaires, où finalement on a bien senti que l'aspect économique commençait à rentrer un petit peu dans l'équation. Parce que, surtout en Europe, où l'économie a clairement fléchi depuis quelques mois, mais aux États-Unis, on voit qu'on commence aussi à intégrer dans les discours de banquiers centraux, dans les membres de la Fed, donc, eh bien, ces éléments sur la partie économique, même s'il n'y a pas d'inquiétude manifeste. Les banquiers centraux, côté Fed, expliquent toujours que l'économie est résiliente, que le consommateur est résilient, etc. Mais pour autant, on voit que les discours cette semaine, et il y en a eu un paquet, il y a 4, 5 discours différents de différents membres de la Fed, et pas seulement des colombes, aussi des faucons, qui ont eu des discours un peu plus nuancés. Donc ça avait détendu les taux depuis lundi. Et puis là, on voit, après ces chiffres, un PPI, donc un prix à la production, et CPI, donc aujourd'hui prix à la consommation aux États-Unis, on a un petit rebond qui s'opère sur les taux. Alors évidemment, un des autres sujets de la semaine, c'est la crise géopolitique, les tensions très très vives, l'escalade massive des tensions au Proche-Orient. On voit que ça n'a pas eu, cette semaine en tout cas, de grosses conséquences sur la partie de l'énergie. On a quand même vu après le week-end un rebond des prix du pétrole. Ce rebond est retombé. On a un pétrole qui monte à 85, 86 et qui est retombé dans la zone des 80, 82. On voit que c'est un peu plus sur le gaz qu'on voit les conséquences, le gaz en Europe notamment. On a des prix du gaz naturel. On était il y a quelques semaines encore aux alentours de 30 € le mégawattheure. On est remonté là, cette semaine à 50 € le mégawattheure. Très très loin des niveaux de panique qu'on avait connus l'année dernière. On était monté à plus de 300 € le mégawattheure, notamment par rapport à la crise ukrainienne. Donc là, on note quand même qu'il y a un rebond des prix du gaz qu'il ne faut pas ignorer. Ça peut aussi jouer un petit peu sur les taux, même si on n'est pas sur des niveaux de rebond de l'énergie pour l'instant, sur les prix du gaz en tout cas, qui sont des niveaux de panique ou quoi que ce soit. Mais c'est très clair que ce regain très vif de tension, même cette explosion de violence, on va employer les mots justes, à ce stade, a eu assez peu d'effet sur les marchés. Faut-il considérer que les marchés sont peut-être un peu trop conciliants par rapport à cette situation? C'est vrai que les marchés habituellement, c'est les conséquences de manière assez froide, si vous voulez. Quelles conséquences de conflit par rapport au prix des matières premières, quelles conséquences de conflit par rapport à la circulation, par exemple, des navires qui transportent les matières premières, qui transportent les ressources, qui transportent les biens, etc. Si effectivement il y a un conflit, mais qu'il n'y a pas d'impact direct sur les choses, de base primaires, eh bien, le marché peut faire abstraction de ça. La question en revanche, et ça, personne n'a la réponse à ce stade, c'est quid de l'évolution dans les jours à venir. Est-ce que le conflit va sortir des frontières? Est-ce qu'il y aura un élargissement des tensions? Est-ce que l'énergie va rebondir, etc. Voilà, ça, c'est des choses que l'on doit évidemment surveiller, mais qu'il est impossible de prévoir à ce stade. Et donc, est-ce que finalement la baisse de volatilité qu'on a eue cette semaine sur les marchés, on a expliqué pourquoi, catalysée par ces discours de banquiers centraux, est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir par rapport à une situation nouvelle, donc créer incertitude, et qui vient se greffer finalement également à une situation où on avait déjà des ralentissements observés en Europe, la situation en Chine était quand même relativement peu dynamique au niveau économique. Est-ce que cette crise supplémentaire ne va pas affaiblir un peu le sentiment et impacter, si cela devait durer, les perspectives de croissance, tout simplement, au niveau mondial. Donc ça, il faut peut-être en tenir un petit peu compte quand même dans l'appréciation du risque pour les actifs risqués, justement pour les actions, etc. Et c'est donc des choses qui devront être surveillées dans les jours qui viennent. On a également eu du côté, on en parlait à l'instant, de la Chine, des informations, d'après Bloomberg, la Chine préparait un plan de relance carrément budgétaire en fait, où la Chine accepterait d'accroître un petit peu l'endettement par l'émission d'obligations nouvelles pour faire un peu de relance à hauteur de 137 milliards de dollars, ce qui est quand même un montant de relance assez conséquent. C'est vrai qu'à l'échelle de la Chine, c'est pas monstrueux, mais encore une fois, on voit depuis 2 mois, ce qu'on décrit d'ailleurs dans le podcast régulièrement, que les mesures de soutien en Chine se multiplient. Il y a eu des abaissements de ratios prudentiels pour les banques, par exemple, pour qu'elles dégagent plus de crédits, donc on leur demande un peu moins de réserves
à détenir pour justement qu'elle en fasse un peu plus de crédit. On voit qu'il y a des mesures par rapport aux consommateurs, des mesures de soutien au secteur immobilier. Là, on voit, ce sont des sources qui indiquent ça, ce n'est pas des annonces officielles des autorités chinoises, mais on voit quand même que ça cogite de ce côté-là, du côté de la Chine. On a vu également des petits signaux d'amélioration sur les pays manufacturiers. Donc on sent que la Chine est quand même sur un entre-deux, d'un petit peu de début de stabilisation potentiellement, mais on attend effectivement des signes un peu de réaccélération, avec des PMI notamment d'activité manufacturière qui réaccéléraient. On les a eu un peu au-dessus de 50 là, il y a quelques jours. Il faudrait que ça repasse à 51, 52 pour qu'on sente réellement que le plus dur de la contraction manufacturière est derrière nous. Et on va en parler dans quelques instants. La semaine prochaine, il y aura pas mal de statistiques d'ailleurs sur la Chine qu'on va surveiller avec attention. Je vais vous les détailler d'ici quelques petites secondes. Voilà donc au niveau de ce qui va tenir cette semaine. Évidemment, la saison des résultats qui s'est ouverte en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sera demain, donc vendredi, avec les banques. Pour l'Europe, on a eu des groupes qui ont déjà annoncé. LVMH, notamment, qui a annoncé. La déception de la semaine, c'était clairement LVMH. On a vu des chiffres de croissance. Alors attention, le groupe est toujours en croissance. Attention, ici, il y a déception sur le résultat. On a tout de même une croissance qui reste positive. On est toujours sur des niveaux de croissance qui, cependant, ont été moins bons qu'attendus. Et on voit d'ailleurs que sur ces résultats, ce que traduisent finalement les résultats de LVMH, quand on les regarde par zone notamment, eh bien, on voit que ça colle assez bien à la macro finalement. Quand vous regardez la progression de la croissance des ventes de LVMH en Europe, eh bien, elle ralentit depuis le premier trimestre. En tout cas, sur les 3 derniers trimestres, on a un deuxième trimestre qui est moins fort en termes de croissance que le premier, puis un troisième trimestre qui est moins bon que les 2 précédents en termes de croissance en progression annuelle. Donc ça correspond bien à ce que l'on voit des indices d'activité en zone euro, les PMI notamment, une croissance plus faible. Quand on regarde du côté de la Chine également, les résultats de LVMH sur la partie Asie hors Japon, on voit également une croissance de résultats beaucoup plus faible que le trimestre précédent notamment. Là aussi, on comprend bien pourquoi, avec cette situation macroéconomique qui a du mal à redémarrer en Chine après le déconfinement l'année dernière. Et donc, ça se traduit aussi finalement. C'est le moment où la macro, ou plutôt la micro rejoint la macro. On a l'impression d'un petit peu de ce moment-là, quand on lit les résultats de LVMH et quand on regarde sur la partie des ventes aux États-Unis, 2% de croissance sur le T3 par rapport au même trimestre l'année dernière. Ça reste, somme toute, on peut dire, oui, c'est résilient, etc. C'est quand même pas une croissance débridée des ventes de LVMH aux États-Unis. Donc, on voit bien comme ça qu'il y a une espèce un petit peu d'essoufflement. Le groupe est toujours en croissance, donc ça reste toujours une valeur de croissance, mais c'est vrai que les multiples ont été quand même pas mal détendus, les ratios cours-bénéfices ont pas mal baissé depuis quelques mois, et d'ailleurs on a vu que le marché avait déjà un peu anticipé ça. À la baisse qu'on avait depuis 2 mois, maintenant presque 3 mois sur LVMH, c'était aussi probablement une anticipation de ralentissement de ces résultats, et donc forcément désormais on attend ceux de Hermès qui vont arriver le 24 octobre si je ne me trompe pas, où là aussi on va surveiller ce genre de signaux qu'on avait déjà aussi par d'autres publications de groupes de luxe, Richemont par exemple qui avait déjà un peu averti que le consommateur américain était un peu moins fringant, consomme un peu moins aussi de cette partie-là, qui est un ralentissement de la croissance observée là-bas. Voilà, c'est pas forcément une surprise. Mais en revanche, là où ça nous met un petit peu en alerte, c'est qu'on rappelle que LVMH, comme les boîtes de luxe, ce sont des entreprises de croissance. Et donc, quand on parle d'entreprises de croissance, du coup, on lorgne aussi du côté des États-Unis, où là, les grosses boîtes américaines dans lesquelles il y a beaucoup de valeurs de croissance, alors beaucoup plus dans la tech évidemment, ce n'est pas des valeurs de luxe, c'est des valeurs de la tech, mais pour autant, on a beaucoup de valeurs de croissance, dont certaines vendent quand même des produits, pas seulement des services. C'est le cas de Apple par exemple. Apple, positionnement haut de gamme, voire très haut de gamme sur ses téléphones. Comment Apple aura navigué au 3e trimestre, justement en Chine, en Europe, voilà. Est-ce qu'on aura les mêmes conséquences finalement sur les ventes, pas forcément de services, mais sur les ventes en tout cas de matériel de la part d'Apple. Donc ça soulève aussi des questions sur la saison qui s'ouvre aux États-Unis concernant les valeurs de croissance. Voilà ce que nous pouvions dire. Juste dernier élément avant que je passe au programme pour donc vendredi et pour la semaine prochaine. On a aux États-Unis, c'est important de le souligner, malgré le fait que les taux aient plutôt se soient stabilisés, voire même baissé ces derniers jours aux États-Unis, il y a carrément une baisse des taux ces derniers jours, on voit quand même que les conditions de crédit aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui est crédit consommation ou crédit immobilier, eh bien les conditions sont encore dégradées. Quand on regarde le crédit immobilier aux États-Unis, sur 30 ans désormais, on avoisine un taux moyen de 7,7%, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis les années 2000. C'est des niveaux... il faut remonter 23 ans en arrière pour retrouver des taux d'emprunt aussi élevés aux États-Unis sur la partie immobilière et sur la partie des cartes de crédit. On a des taux moyens, donc le crédit qu'on fait via les cartes aux États-Unis, eh bien on a des taux de crédit qui sont de l'ordre de 23% en moyenne. Donc c'est des niveaux absolument stratosphériques. Et évidemment, ce sont des conditions financières qui sont restrictives et sans cela qu'on s'attend aussi à voir cette consommation américaine via des chiffres de vente au détail et qu'on aura d'ailleurs la semaine prochaine, normalement ralentir un petit peu. Justement, on va parler de la semaine prochaine. Tiens, alors déjà de demain, là, on est
est jeudi, le moment où j'enregistre ce podcast. Demain, qu'est-ce qui nous attend? C'est une journée qui est assez chargée, hein. Déjà, les résultats des banques américaines, où justement on va commencer à surveiller un petit peu dans les annonces. Est-ce qu'il y a des provisions qui sont faites par rapport à la qualité des crédits? Est-ce que cette qualité de crédit s'est un peu dégradée? On pense évidemment à l'immobilier commercial notamment, mais aussi, est-ce que du côté des particuliers, il n'y a pas des provisions qui sont un peu faites au niveau des banques américaines par rapport à des qualités de crédit qui pourraient un petit peu se dégrader dans cet environnement où les taux sont remontés de manière verticale. Donc ça, c'est un enjeu important qu'on aura demain. Également, comment les banques américaines voient la croissance américaine. Dans les mois à venir, on aura des éléments de réponse un petit peu de ce côté-là. On aura également la confiance des consommateurs demain. Ça, c'est important, confiance des consommateurs. C'est le chiffre préliminaire de l'Université du Michigan, donc important celui-ci, où on aura non seulement la confiance, on verra également les anticipations des consommateurs sur une période de quelques mois. On se souvient que pour le Conference Board, qui mesure également la confiance des consommateurs aux États-Unis, on a vu les anticipations des consommateurs américains très largement se dégrader sur des horizons de 6 mois. Donc on verra demain ce qu'il en est pour cette publication concernant l'Université du Michigan. Ça va être un élément important à suivre. Et on aura également demain des éléments à suivre sur la Chine toujours, sur les nouveaux prêts en yuan, les nouveaux prêts bancaires en fait. Est-ce qu'on aura un chiffre supérieur ou inférieur aux attentes? Ça fera partie des enjeux de demain. Pour la semaine prochaine ensuite, à partir de lundi, on commencera, il y aura assez peu de statistiques lundi, 2 stats américaines qu'on va regarder. Enfin, c'est l'indice manufacturier de la Fed de New York, donc l'indice Empire State. On aura également un discours d'un membre de la Fed qui s'appelle Harker, mais ça il a régulièrement, donc ce n'est pas un événement en soi, mais on va quand même le surveiller. Mardi, on aura le ZIU, donc le sentiment économique en Allemagne. On aura également les chiffres d'inflation au Canada, pour ceux qui traitent les actifs canadiens ou qui traitent les paires de devises avec du dollar canadien. Les chiffres d'inflation pour le Canada seront connus à partir de mardi. Mardi, le gros rendez-vous quand même sera le chiffre des ventes au détail, donc à la consommation aux États-Unis. Ça, c'est un chiffre hyper important pour la Fed, pour les observateurs aussi, savoir comment se comporte le consommateur. Est-ce qu'il consomme toujours autant parce que jusqu'à présent il est archi résilient, ou est-ce qu'il commence à faiblir un petit peu? Voilà, c'est ce genre de données qui sont très importantes à surveiller en ce moment. On aura également des chiffres de production industrielle aux États-Unis. Mercredi, on en parlait il y a quelques instants, c'est la Chine qui va nous intéresser avec 3 statistiques importantes: les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement notamment. Tout ce qui est investissement, c'est surtout la partie investissement, construction, zone notamment rurale par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va surveiller, savoir justement où ça en est en termes d'investissement dans la partie immobilière. Donc 3 stats très importantes pour la Chine, ce sera mercredi. Inflation britannique, ce sera mercredi aussi. Et mercredi après-midi, on aura des chiffres sur l'immobilier américain, permis de construire et mise en chantier. Jeudi, un discours de Jérôme Powell, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et on finira la semaine vendredi avec les ventes au détail au Royaume-Uni et les prix à la production en Allemagne. Excellent week-end un petit peu en avance à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.